Je suis rentré pour Noël en espérant de la chaleur, des lumières, quelque chose qui ressemblerait à une famille. Au lieu de ça, la maison m'a frappé comme un congélateur. Mon souffle formait de la buée dans le couloir. Pas de sapin, pas de musique, juste un silence si fort qu'il faisait mal. Puis j'ai vu le mot sur le comptoir, net comme si c'était normal. Nous sommes partis en croisière. Occupe-toi de papy. Je me souviens de l'avoir relu parce que mon cerveau refusait d'accepter ce que mes yeux savaient déjà. J'ai suivi un son, à peine un gémissement, vers la chambre d'amis sombre. Il était là, mon grand-père, tremblant si fort que le cadre du lit vibrait, la peau couleur d'hiver, les lèvres virant au bleu. Il ne l'avait pas oublié. Il l'avait laissé mourir. J'ai appelé le 15 les mains tremblantes, et quand les ambulanciers l'ont soulevé, ses yeux se sont entr'ouverts juste assez pour trouver les miens. Il a murmuré « Ils ne savent pas pour... Aide-moi à me venger ». Et à ce moment-là, j'ai réalisé que ce n'était pas juste un problème familial. C'était une ligne qu'on ne peut pas recroiser quand il reviendrait. Mon nom est Mathis Renard. Et voici ce qui s'est vraiment passé. Je suis rentré pour Noël avec cet espoir stupide et simple que les gens portent même quand ils jurent en avoir fini avec ça. Une maison chaude, un peu de bruit, quelque chose qui dit que tu appartiens encore quelque part. Lyon était déjà enseveli sous ce genre d'hiver qui ne ressemble pas à une saison, mais plutôt à un avertissement. Les rues étaient glissantes de verglas noirs, le genre qu'on ne voit pas jusqu'à ce que les pneus glissent dessus. Et les quartiers étaient illuminés comme des cartes postales, guirlandes clignotantes, couronnes de portes, fenêtres brillant d'un or doux. Je me suis garé dans l'allée de mes parents, et j'ai senti mon estomac se serrer avant même de couper le moteur. Leur maison était censée être la plus lumineuse du pâté de maison à cette période de l'année. Ma mère avait l'habitude d'en faire tout un spectacle. Des lumières enroulées autour des gouttières, des rennes gonflables sur la pelouse, une couronne massive sur la porte d'entrée. Cette année, il n'y avait rien. Pas de lumière, pas de couronne. Les fenêtres noires, comme si personne n'y vivait. Je suis sorti de la voiture, le froid me mordant à travers ma veste. L'air était si glacial qu'il brûlait en descendant. Chaque respiration me rappelant que l'hiver ne pardonne pas. J'ai gravi les marches du perron, la neige craquant sous mes Rangers, et j'ai essayé la poignée. Verrouillée. J'ai fouillé mon sac pour trouver la clé de secours qu'il m'avait donnée il y a des années. La clé censée être pour les urgences, pour me sentir chez moi-même quand je ne l'étais pas. Je l'ai glissée dans la serrure et poussé la porte. Le froid m'a frappé avant même que j'entre. Pas le froid de « quelqu'un a laissé une fenêtre ouverte ». Le froid qui s'installe dans les murs quand le chauffage a été éteint depuis trop longtemps. J'ai franchi le seuil et mon souffle s'est transformé en brume devant moi. Maman? Papa? Ma voix s'est perdue dans le vide. Le salon était sombre. Le couloir était sombre. La cuisine était sombre. Aucune lumière, aucun son. Rien qui suggérait que quelqu'un avait vécu ici récemment. Mon pouls a commencé à s'accélérer. Pas de panique encore, mais quelque chose de proche. J'ai allumé mon téléphone lampe de poche et l'ai promené dans le salon. Aucun signe de lutte, aucun dégât, juste une maison qui avait été abandonnée. Puis je l'ai vu. Le mot. Sur le comptoir de la cuisine, posé proprement à côté d'une salière et d'une poivrière qui n'avaient pas bougé depuis des semaines. Écriture de ma mère, nette, sans bavure, aussi désinvolte qu'une note de course. Nous sommes partis en croisière. Occupe-toi de papy. On revient après le nouvel an. Bisous. J'ai fixé ce mot comme s'il allait se réorganiser en quelque chose de sensé. Comme si les lettres allaient en bouger et dire « c'est une blague. Nous sommes au supermarché ». Mais elles ne l'ont pas fait. Elles sont restées exactement là, aussi froides et plates que l'air dans la maison. Croisière, occupe-toi de papy. Bisous. Mon cerveau s'est arrêté sur ces trois mots. Pas, nous avons organisé quelque chose. Pas, l'infirmière sera là. Juste, occupe-toi de papy. J'ai respiré lentement, essayant de garder mon calme. Peut-être qu'ils avaient laissé d'autres instructions. Peut-être que c'était une urgence et qu'ils avaient dû partir vite. Peut-être qu'il y avait une explication rationnelle. Puis j'ai entendu le son. Faible, lointain, presque imperceptible sous le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. Un gémissement. Pas le son que fait un chien blessé. Le son que fait un humain,
quand il n'a plus la force de crier. Mon sang s'est glacé. Papy? Je me suis précipité dans le couloir, mon téléphone toujours allumé, balayant les ombres. La chambre d'amis était au bout, la porte entr'ouverte, juste assez pour laisser filtrer l'obscurité de l'intérieur. J'ai poussé la porte et la lumière de mon téléphone a trouvé le lit. Mon grand-père était allongé là, recroquevillé sous une fine couverture qui n'aurait pas dû être dans cette pièce parce que c'était le genre de couverture qu'on donne aux invités en été. Ses lèvres étaient bleues. Pas un bleu métaphorique. Bleu comme du dénime lavé. Bleu comme quelque chose qui meurt. Ses yeux étaient mi-clos, vitreux et sans mise au point. Son corps tremblait, pas de façon dramatique, mais de cette façon continue et involontaire qui arrive quand les muscles n'ont plus le choix. Chaque frisson faisait trembler le cadre du lit, métal contre métal, un clic-clic-clic régulier comme un métronome comptant combien de temps il lui restait. Papy. Ma voix s'est brisée. Papy, c'est moi. C'est Mathis. Il n'a pas répondu. Ses paupières ont battu une fois, lentement, comme s'il essayait de comprendre si j'étais réel. J'ai attrapé mon téléphone et composé le 15, main tremblante, si fort que j'ai raté les chiffres 2 fois. Quand l'opératrice a répondu, j'ai à peine réussi à faire sortir les mots. Mon grand-père, il gèle. Il est en hypothermie. Il a besoin d'aide maintenant. La voix à l'autre bout est restée calme, professionnelle, me guidant à travers des questions auxquelles je pouvais à peine répondre. Est-il conscient? À peine. Respire-t-il? Oui, mais faiblement. Y a-t-il du chauffage dans la maison? Non. Pourquoi pas? Je ne sais pas. Elle m'a dit que l'ambulance arrivait, m'a dit de rester avec lui, de ne pas essayer de le réchauffer trop vite. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas me voir, coincé le téléphone contre mon épaule et me suis agenouillé à côté du lit. « Je suis là, papy », ai-je murmuré. « Je suis là. Tiens bon. » Ses doigts ont bougé, juste légèrement, comme s'il essayait d'atteindre ma main. Je l'ai prise, sa peau si froide qu'elle ne semblait même pas humaine. Comme tenir quelque chose qui avait déjà quitté le monde. J'ai regardé autour de la pièce, essayant de comprendre. Pas de radiateur, pas de couverture supplémentaire, pas de verre d'eau sur la table de nuit. Rien qui suggérait que quelqu'un avait préparé cette pièce pour qu'un homme de 82 ans y reste seul. J'ai retiré ma veste polaire et l'ai étendue sur lui, sachant que c'était pathétique, mais incapable de rester là à ne rien faire. Mes mains tremblaient, pas du froid, mais de quelque chose de plus brut, de la rage. Une rage si propre et si froide qu'elle coupait comme du verre. Il l'avait laissé ici, dans le noir, dans le froid, seul, pour partir en croisière. Les sirènes ont percé le silence de la nuit. Des lumières rouges et bleues ont éclaboussé les murs comme un avertissement, comme si le monde criait ce que je ressentais déjà. J'ai ouvert la porte d'entrée et les ambulanciers se sont précipités avec du matériel et de l'urgence, leur voix nette et leurs mouvements précis. « Combien de temps a-t-il été comme ça ?» a demandé l'un d'eux en s'agenouillant à côté de papy. « Je ne sais pas, ai-je dit. Je viens d'arriver. Où sont ces soignants ? En croisière. » Les mots sont sortis plats, brutaux, sans émotion, parce que si je laissais entrer l'émotion, j'allais m'effondrer là sur place. L'ambulancier a levé les yeux vers moi. Juste une seconde, son expression se figeant dans quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Pas du jugement, pas de la pitié, juste une reconnaissance. Une reconnaissance qui disait qu'il avait déjà vu ça avant. Ils l'ont enveloppé dans des couvertures thermiques, ont glissé une perfusion dans son bras, ont vérifié ses signes vitaux, tout en murmurant entre eux dans un jargon médical que je ne pouvais pas suivre. Puis ils l'ont soulevé sur la civière, et au moment où il passait devant moi, les yeux de papy se sont ouverts. Juste un peu, juste assez. Son regard a trouvé le mien, et quelque chose de dur et de clair a percé le brouillard de l'hypothermie. Il a bougé les lèvres, et j'ai dû me pencher pour entendre. Ils ne savent pas pour... Sa voix était comme du papier déchiré. Aide-moi, aide-moi à me venger. Puis ses yeux se sont refermés, et ils l'ont emmené. Je suis resté debout dans l'allée, regardant les feux arrière de l'ambulance disparaître dans la nuit, le souffle encore visible dans l'air glacial. Mes mains tremblaient, mon cœur battait trop vite. Et quelque part au fond de ma poitrine,
quelque chose de froid et de net s'est installé. Ils ne savent pas pourquoi. J'ai regardé la maison derrière moi, sombre, silencieuse, froide, et j'ai su que, quelle que soit la réponse, elle était encore à l'intérieur, cachée, attendant, et j'allais la trouver. Je suis monté dans l'ambulance, me suis assis près de la tête de papy et ai tenu sa main pendant que les portes claquaient et que le monde extérieur devenait un flou de neige et de réverbères. Sous la couverture thermique, ses doigts tremblaient encore. Son pouls était faible, mais il était là. Je regardais son visage suivre l'oxygène bouger avec sa respiration, et je n'arrêtais pas d'entendre ce mot dans ma tête comme une provocation. Nous sommes partis en croisière. Occupe-toi de papy. Alors que l'ambulance atteignait la route principale et que la sirène hurlait dans la nuit d'hiver, une question martelait mes côtes plus fort que tout le reste. S'ils sont partis en croisière, qui a décidé de couper le chauffage et de supprimer tous les moyens par lesquels ils pouvaient survivre? L'hôpital Édouard Herriot ressemblait à tous les hôpitaux la nuit, lumineux, stérile, indifférent. Comme si le bâtiment lui-même ne se souciait pas de quel jour c'était, ni de quelle fête les gens prétendaient pouvoir les protéger. Les portes automatiques se sont ouvertes et l'air chaud à l'intérieur m'a frappé le visage, mais ça ne semblait pas réconfortant. Ça semblait faux, comme la chaleur qu'on obtient après avoir déjà été brûlé. Ils ont roulé papy directement dans une baie ridée. Les infirmières se déplaçaient autour de lui avec une urgence maîtrisée, suspendant des poches de soluté cave réchauffée, claquant des gants, glissant des moniteurs sur sa poitrine. Un médecin s'est penché, parlant de ce ton calme que les gens utilisent quand ils essaient de ne pas vous faire peur. Nous allons vous réchauffer lentement, monsieur. Couverture te chauffée, fluide chaud, oxygène. Continuez juste à respirer pour nous. Les yeux de papy étaient mi-ouverts, sans focus. Ses lèvres étaient encore de cette teinte bleue meurtrie. Quand la couverture chauffée l'a recouvert, j'ai vu ses épaules se crisper dans un autre frisson violent. Et j'ai haï mes parents avec une clarté qui semblait presque pure. Je me suis tenu en retrait parce qu'il y avait trop de mains dans trop peu d'espace, mais je ne pouvais pas rester là vide. Je regardais, je mémorisais, je suivais les étapes comme un exercice. Fréquence cardiaque, saturation en oxygène. Lecture de température qui a fait se tordre mon estomac quand j'ai vu le chiffre. Les vieux corps ne rebondissent pas comme les jeunes. L'hypothermie ne joue pas franc jeu. Une infirmière, yeux fatigués, ce genre de compétence qu'on peut sentir, s'est approchée de moi après qu'il l'ait stabilisé assez pour respirer sans lutter. « Vous êtes son petit-fils » a-t-elle demandé doucement. « Oui, madame. » Elle a regardé mon uniforme militaire, puis papy, et sa bouche s'est serrée. Il a de la chance que vous l'ayez trouvé quand vous l'avez fait. Chez les personnes âgées, l'hypothermie s'installe vite. Encore quelques heures. Elle n'a pas fini la phrase. Elle n'avait pas besoin. Elle est partie noter quelque chose, et les mots inachevés sont restés suspendus là comme une sentence lue en cours. Je me suis tenu au bord du rideau, les mains serrées si fort que mes jointures sont devenues blanches. Encore quelques heures. C'était la distance entre « il est vivant » et « il est mort seul dans le noir ». Et cette distance existait parce que quelqu'un avait choisi une croisière plutôt qu'un être humain. Quand la crise immédiate a ralenti, une femme s'est approchée avec un badge accroché à son pull et un dossier dans les bras. Elle ne ressemblait pas à une infirmière. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait appris à rester calme dans des pièces pleines de chagrin et de conflits. « Bonjour », dit-elle doucement. « Je suis Madame Tessier. Je travaille avec l'équipe sociale de l'hôpital et nous coordonnons avec l'aide sociale à l'enfance et aux personnes âgées quand il y a des problèmes de sécurité. On peut parler ?» J'ai hoché la tête parce que ma gorge était trop serrée pour répondre autrement. Elle a tiré une chaise sur le côté loin de l'agitation et a ouvert son dossier. Sa voix est restée douce, mais ses questions étaient directes, assez tranchantes pour couper à travers les excuses. Combien de temps votre grand-père était-il seul ? Je ne sais pas. Je viens d'arriver ce soir. On ne m'a pas dit qu'il serait seul. Qui vit normalement avec lui ? Mes parents. C'est leur maison. Et quand vous êtes arrivé, qu'avez-vous trouvé ? Je lui ai raconté exactement ce que j'avais vu parce que je ne faisais pas confiance à ma colère pour parler autrement qu'en fait. J'ai décrit l'allée sombre, la maison froide, le salon vide, le mot sur le comptoir. J'ai dit les mots à voix haute et les entendre rendait la situation encore plus irréelle.
Nous sommes partis en croisière. Occupe-toi de papy. Les sourcils de Madame Tessier se sont levés légèrement, l'incrédulité essayant de rester professionnelle. Et le chauffage? Il était éteint. Pas en difficulté, pas bas. Éteint. La maison ressemblait à un réfrigérateur. Y avait-il de la nourriture accessible pour lui? De l'eau? Un téléphone à porter? J'ai secoué la tête. Pas de téléphone. Pas d'eau près du lit. Pas de couverture. Rien n'était prévu pour qu'il puisse prendre soin de lui. Elle a écrit pendant que je parlais, son stylo grattant légèrement. Le son a fait se serrer ma poitrine. Chaque détail que j'avais remarqué, thermostat, obscurité, essentiel manquant, n'était plus juste une scène tragique. C'était de la documentation, un dossier, un compte rendu ligne par ligne de ce qui lui avait été fait. Cela peut correspondre aux critères de maltraitance envers les personnes âgées, dit-elle après un moment, son ton toujours contrôlé. Possiblement d'abandon. En France, selon les circonstances, cela peut être grave. Grave comment? Ai-je demandé, même si je savais déjà. Elle a tenu mon regard. Grave comme conséquence pénale, et grave comme nous avons le devoir de nous assurer qu'il est en sécurité. Si nous déterminons qu'il y a un risque continu, les lois de signalement obligatoires s'appliquent. J'ai senti quelque chose se stabiliser en moi, quelque chose de froid et constant. Une partie de moi voulait exploser, appeler mes parents sur le champ et déverser tout ce que je retenais depuis que j'avais lu ce mot. Mais une autre partie de moi, celle entraînée à la discipline, a reconnu le chemin devant nous. On ne gagne pas les batailles en criant. On gagne en sécurisant les faits, en protégeant les vulnérables et en rendant impossible d'enterrer la vérité. Je veux que ce soit géré de la bonne façon, ai-je dit. Madame Tessier a hoché une fois la tête, comme si elle attendait d'entendre cela. C'est ce que nous ferons. Les heures se sont brouillées. La température de papy a grimpé degré par degré, comme si son corps remontait d'une falaise. L'hôpital n'est jamais devenu vraiment silencieux. Même à minuit, il y avait des pas, des voix lointaines, des moniteurs bipant en motifs réguliers. Les lumières de fluorescentes ne se sont jamais atténuées assez pour qu'on oublie où on était. Je suis resté dans la chaise à côté de lui, les coudes sur mes genoux, les yeux sur sa poitrine qui montait et descendait. J'ai essayé de me laisser respirer. J'ai essayé de calmer la tempête derrière mes côtes. Mais chaque fois que mes paupières devenaient lourdes, je le revoyais dans cette pièce, lèvres bleues tremblant si fort que le lit vibrait. Je pensais à l'écriture de ma mère sur ce mot, au sourire habituel de mon père quand il s'en tirait avec quelque chose, à comment ils avaient embarqué sur un bateau avec des boissons et des buffets, pendant que papy était allongé dans le noir, sans chauffage ni téléphone. Vers 6 heures du matin, une infirmière est entrée pour vérifier les signes vitaux. Elle a souri à papy, puis à moi, comme si elle essayait d'offrir quelque chose d'humain dans toute cette machinerie. « Il tient bon », dit-elle. « Vous avez fait ce qu'il fallait en appelant quand vous l'avez fait. » Après son départ, j'ai tendu la main et couvert celle de papy avec la mienne. Sa peau était plus chaude qu'avant, mais encore trop froide. Ses doigts ont tressailli légèrement sous ma paume, comme s'il pouvait me sentir là. « Je suis là, » ai-je murmuré. « Je ne te laisserai plus seul. » Ses paupières ont battu, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'il dormait encore. Puis ses yeux se sont ouverts une fraction. Pas grand, pas clair, juste assez pour trouver mon visage. Il n'a pas dit merci. Il n'a pas demandé où étaient mes parents. Il n'a pas parlé de douleur. Il a chuchoté comme s'il me tendait une arme. Ils ne savent pas pour... Sa voix s'est coupée, souffle fin, et je me suis penché plus près jusqu'à ce que mon oreille soit presque à sa bouche. Mon cœur martelait si fort que j'avais peur de rater les mots. « Aide-moi !» Il a respiré, et il y avait quelque chose dans son ton que je n'avais jamais entendu de lui. Quelque chose de tranchant et délibéré. « Aide-moi à me venger !» Le mot m'a frappé plus fort que le froid. Papy Marcel, l'homme qui glissait de l'argent supplémentaire dans ma main pour l'essence même quand je n'en avais pas besoin. L'homme qui ne haussait jamais la voix. L'homme qui priait avant les repas et tenait les portes pour les étrangers. Il demandait vengeance. J'ai avalé, forçant mon visage à rester calme pour ne pas l'effrayer. « Je suis là, tu es en sécurité. Je te tiens, et nous allons faire ça de la bonne façon. » Ses yeux ont tenu les miens un instant, un moment propre de reconnaissance, puis ont dérivé à nouveau,
alors que son corps le tirait en arrière. Je suis resté figé dans cette chaise longtemps après qu'il se soit endormi, les mots résonnant derrière mes côtes. Ils ne savent pas pour. Aide-moi à me venger. La phrase semblait inachevée volontairement, comme une porte laissée entr'ouverte. Je me suis levé et suis sorti dans le couloir où l'air était plus frais et sentait le désinfectant et le café. L'hôpital semblait sans fin à cette heure. Long corridor, lumière bourdonnante, l'attention silencieuse des gens attendant des résultats. Je fixais le sol pendant une seconde, respirant lentement, laissant la réalité s'installer. Mes parents étaient quelque part sur l'océan, sirotant des cocktails, se disant qu'ils méritaient une pause. Papy se battait pour sa vie sous des lumières fluorescentes. Et maintenant, il venait de mettre quelque chose dans mes mains, quelque chose qu'il ne connaissait pas. Ce n'allait pas se terminer par une dispute familiale et des excuses coupables. Le système était déjà impliqué. Madame Tessier avait déjà entendu les faits. Il y avait déjà un dossier. Et Papy venait de révéler qu'il y avait plus. Une vérité cachée, une preuve, une raison pour laquelle il croyait qu'il l'avait laissé mourir au-delà du simple égoïsme. Je suis retourné dans sa chambre, me suis assis à nouveau et ai regardé le moniteur monter et descendre à chaque battement de cœur. Sa respiration était plus stable, mais son visage semblait plus petit sous la couverture, comme si la nuit lui avait volé du poids, que la chaleur seule ne pouvait pas rendre. Au moment où le ciel dehors à travers l'étroite fenêtre commença à pâlir, ma décision était déjà prise. Le matin, je retournais à cette maison. S'il ne savait pas pour quelque chose, alors c'était encore là, dans l'endroit qu'il pensait contrôler. Et j'allais le trouver avant qu'il ne puisse rentrer et l'effacer. Le matin est arrivé en couche mince et sans couleur, le genre de lumière du jour qui ne ressemble pas à l'espoir, mais plutôt à l'exposition. L'hôpital était plus calme qu'il ne l'avait été pendant la nuit. Mais ce n'était pas le calme. C'était le silence qu'on obtient quand tout le monde se prépare à ce qui vient ensuite. Les lumières fluorescentes blanchissaient encore les couloirs. L'air sentait encore le désinfectant et le café brûlé. Et le bip mécanique régulier du moniteur de Papy Marcel gardait mes nerfs tendus, comme s'il comptait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Il avait l'air mieux de la façon la plus simple qui compte. Ses lèvres n'étaient plus bleues, et les tremblements avaient ralenti jusqu'à des frissons occasionnels au lieu de convulsions corporelles complètes. Mais il semblait plus petit aussi, comme si la nuit lui avait volé du poids et ne lui avait laissé que l'essentiel. Je me suis assis assez près pour entendre sa respiration sans me pencher. Assez proche que s'il tendait la main, ma main serait déjà là. Une infirmière aux cheveux argentés et à la voix qui portait l'autorité sans volume est entrée pour vérifier ses signes vitaux. Elle se déplaçait avec ce genre d'efficacité qui vient d'années à voir des familles arriver trop tard et prétendre qu'elles ne l'ont pas fait. Elle a ajusté la couverture, jeté un coup d'œil au moniteur, puis m'a regardé. « Les vieux corps ne pardonnent pas le froid », dit-elle doucement, comme si elle me donnait une règle, pas une opinion. Les gens pensent que l'hypothermie est dramatique. Ce ne l'est pas. C'est silencieux. Ça prend, c'est tout. Vous avez fait ce qu'il fallait en l'amenant ici. J'ai hoché la tête, mais ma gorge s'est serrée autour des mots que je voulais dire. Je ne voulais pas de louanges. Je voulais savoir pourquoi on avait permis que cela arrive. Quand elle est partie, les yeux de Papy se sont ouverts à nouveau, plus concentrés cette fois. Son regard m'a trouvé, tenu pendant une seconde, et quelque chose dans son expression est passé de la survie brumeuse à la reconnaissance aiguë. Il a avalé, sa gorge travaillant comme si même cela faisait mal. « Gamin !» rapa-t-il. Sa voix sonnait comme du papier traîné sur du bois. « Je suis là, n'essaie pas de trop parler, reste juste avec moi. » Il a hoché légèrement, puis a fixé le plafond pendant un moment, comme s'il alignait ses pensées, choisissant celle qui comptait en le plus. Ça seul m'a fait peur. Il n'était pas confus. Il ne dérivait pas. Il décidait. Je me suis penché en avant. « Papy, pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as appelé personne ?» Ses yeux ont glissé vers les miens, et la tristesse en eux n'était pas douce. Elle était fatiguée. Je ne pouvais pas. Que veux-tu dire? Je ne pouvais pas. Il a respiré, peu profond, prudent. Le téléphone a été coupé, depuis des mois. Les mots ont atterri comme un coup de poing, net et direct. Coupé?
ai-je répété, comme si le dire à voix haute pouvait empêcher que ce soit réel. Pourquoi? Il a fait un son qui aurait pu être un rire s'il n'avait pas été si sec. Ton père a dit que c'était trop cher. A dit que personne n'utilise les lignes fixes. A dit que je n'en avais pas besoin. Mes mains se sont serrées en poing sur mes genoux. Je revoyais cette chambre d'amis. La table de nuit vide, les coins sombres. Pas de téléphone. Aucun moyen d'appeler. Ce n'était pas juste de la négligence. C'était de l'isolement construit dans les murs. Et le chauffage? Ai-je dit, forçant ma voix à rester plate. Pourquoi la maison était si froide? Ses paupières se sont abaissées. Pas de sommeil, de résignation. Pour économiser de l'argent. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Cette nuit-là, tu veux dire? Il a tourné légèrement la tête. Le regard qu'il m'a donné a fait chuter mon estomac. Pas juste cette nuit-là. Je l'ai fixé, entendant les mots, mais refusant d'accepter ce qu'ils impliquaient. Depuis combien de temps c'est comme ça? Il n'a pas donné de chiffres. La pause disait assez. Ils baissent le chauffage. Parfois l'éteignent. Me disent de mettre un pull de plus. Disent que je suis vieux et que j'ai toujours froid. Quelque chose de chaud a monté derrière mes yeux et je l'ai ravalé fort. La colère me rendrait imprudent. L'imprudence le blesserait à nouveau. J'ai attendu qu'il reprenne son souffle, puis j'ai posé la question qui me démangeait depuis qu'il avait chuchoté dans les heures sombres avant l'aube. Papy, hier soir tu as dit qu'il ne savait pas quelque chose. Quoi? Pendant une seconde, il n'a pas répondu. Il a regardé au-delà de moi vers le rideau, vers le couloir, vers le monde dehors. Son regard bougeait comme s'il cherchait des oreilles qui n'étaient pas là. C'était l'habitude de quelqu'un qui avait appris à ne pas parler librement dans sa propre maison. Puis il a baissé la voix quand même. Ils ne savent pas pour les papiers. Les papiers? Ai-je répété prudemment. Quels papiers? Il a avalé à nouveau. Ta grand-mère, dit-il, et la simple mention de son nom a changé la température de la pièce comme si une porte s'était ouverte sur une époque différente. Hélène ne leur faisait pas confiance. Elle les aimait, mais ne leur faisait pas confiance. Je pensais à ses mains toujours occupées, toujours douces, toujours stables, à la façon dont elle s'asseyait dans ce petit bureau près du couloir avec sa Bible ouverte et la lumière du matin tombant sur les pages. Mon père n'y entrait jamais, sauf s'il avait besoin de quelque chose. Et même alors, il agissait comme si la pièce l'offensait. Elle a laissé des instructions, continua Papy. Lettres, testaments, copies d'actes. Des choses que l'avocat a et d'autres qu'elle a gardées à la maison. J'ai caché les copies. Ton père ne les a jamais trouvées. Sa bouche s'est durcie. Il pense qu'il contrôle déjà tout. Mon cœur s'est mis à battre fort. Pas juste de colère maintenant, mais de clarté. Contrôler quoi? Les yeux de Papy se sont durcis. Le contrôle, l'argent, la maison, mes choix, tout. Je me suis penché plus près, baissant ma propre voix sans le vouloir. Tu dis qu'ils ont pris ton argent? Il n'a pas bronché, il ne l'a pas adouci. Ils l'ont siphonné, petit à petit. Pension, chèque, virement. Ton père appelle ça gérer. Il agit comme si je serais perdu sans lui. La main de Papy a tremblé sous la couverture et il l'a serrée en poing avec effort. Je ne suis pas perdu, je suis piégé. La pièce a semblé trop petite d'un coup. J'essayais d'imaginer mes parents dans leurs photos de croisière lumineuses, le genre qu'ils postent comme preuve qu'ils vivent bien, pendant que Papy était assis dans une maison froide sans téléphone et son argent s'écoulant de son compte comme une lente hémorragie. Combien? Ai-je demandé. Il a fermé les yeux, et quand il les a rouverts, il y avait quelque chose comme de la honte dans les coins. Pas parce qu'il avait mal agi, mais parce qu'il l'avait enduré. Plus que je veux l'admettre. Assez pour qu'il préfère que je n'ai pas de voix. Un frisson a remonté ma colonne qui n'avait rien à voir avec l'hiver. J'avais été en colère pour l'abandon. Maintenant, je voyais une forme derrière. Motif, pression, une raison pour laquelle le froid semblait délibéré. J'ai pris une respiration lente. D'accord, où sont les papiers? Il m'a regardé pendant un long moment, mesurant. Ce n'était pas de la méfiance, c'était de la prudence. Pas encore. Ma mâchoire s'est serrée. Papy, écoute. Il m'a coupé, et même faible, sa voix portait du poids. Tu es fort, tu es intelligent, mais tu es en colère.
Il a expiré un petit nuage. Les hommes en colère font du bruit. Le bruit leur donne le temps d'effacer les traces. J'ai forcé mes mains à s'ouvrir, me suis fait relaxer mes épaules. Il avait raison. Je n'aimais pas ça, mais il avait raison. Je le ferai bien, ai-je dit. Dis-moi. Il a légèrement secoué la tête. Je te dirai quand je serai sûr que tu feras ce que je dis, pas ce que ta colère veut. J'ai avalé l'envie d'argumenter. Alors dis-moi ce dont tu as besoin de moi. Ses yeux se sont adoucis juste une fraction. Commence là où ta grand-mère priait. Ce petit bureau, il n'y regarde jamais. Il pense que c'est de la poussière et de vieux livres. La bouche de papy s'est courbée en quelque chose de presque amusé, bien que ça n'atteignît pas ses yeux. Ton père ne cherche que dans les endroits qu'il juge importants. C'est pourquoi il rate ce qui compte. J'ai hoché lentement, l'image de cette pièce se mettant au point si nettement que j'avais l'impression d'y être. Le fauteuil près de la fenêtre, l'étagère qui s'affaissait sous le poids des livres de dévotion et albums de famille, la Bible en cuir brun aux bords usés, la façon dont le bureau sentait toujours légèrement le papier et le cirage citronné. Les paupières de papy se sont alourdies, la fatigue le tirant à nouveau. Avant qu'il ne dérive, il a tendu la main vers la mienne, sa prise étonnamment ferme pour un homme qui avait presque gelé à mort. « Fais ça proprement », a-t-il chuchoté. « Ne les laisse pas te voir venir. » J'ai serré en retour. Je ne les laisserai pas. À l'extérieur de sa chambre, Madame Tessier attendait dans le couloir comme si elle avait chronométré. Elle tenait son dossier contre sa poitrine, son expression calme mais intense. « Comment va-t-il ?»« Stable, ai-je dit. Plus éveillé. Il m'a dit certaines choses. Ses yeux se sont légèrement rétrécis. Sur sa situation de vie ? Plus que ça. J'ai parlé prudemment. Il dit qu'il y a des documents, des preuves. Il dit que mes parents ne savent pas qu'ils existent. Madame Tessier n'a pas semblé surprise. Elle a semblé concentrée. S'il y a des documents qui établissent l'intention, les finances, la propriété, tout ce qui est lié à ses soins ou sa sécurité, vous devez les sécuriser rapidement avant que quelqu'un ait la chance de les déplacer. Et ne confrontez pas vos parents seuls. Je ne planifie pas de les confronter. Je planifie de m'assurer qu'il est en sécurité. Elle a hoché une fois, approuvant la formulation parce qu'elle gardait la priorité là où elle appartenait. Bien. Si vous quittez l'hôpital pendant quelques heures, assurez-vous que les infirmières savent que vous êtes joignable. Laissez-moi votre numéro si je ne l'ai pas déjà. Et si vous trouvez quelque chose, ne le postez pas. Ne le discutez avec personne qui n'a pas besoin de savoir. Gardez-le contenu. Je lui ai donné mon numéro quand même, et les regarder le noter. L'acte semblait verrouiller une porte. Une fois que le système avait votre numéro, l'histoire n'était plus privée. Elle était enregistrée. Elle pouvait être suivie. Elle pouvait être appliquée. De retour dans la chambre de papy, j'ai dit à l'infirmière que je devais sortir brièvement, que papy était stable, que je serais joignable en quelques minutes. Je me suis tenu au pied du lit pendant un moment, le regardant dormir, regardant le moniteur garder le temps. La colère était toujours là, mais elle avait changé de forme. Ce n'était plus du feu, c'était une lame. Je suis sorti de l'hôpital dans l'air qui coupait mon visage et faisait pleurer mes yeux. Le vent venant du Rhône donnait l'impression de vouloir arracher la peau de mes joues. J'ai tiré mon col et me suis dirigé vers ma voiture. Tout ce à quoi je pensais, c'était ce bureau, l'endroit que mon père ignorait, l'endroit que ma grand-mère avait revendiqué avec sa foi tranquille. Si la vérité était cachée quelque part dans cette maison, ce serait là. Et si mes parents rentraient avant que je la trouve, ils effaceraient tout ce qu'ils pourraient. J'ai démarré le moteur, le chauffage soufflant d'abord de l'air froid, comme si la voiture elle-même avait été endormie, et j'ai roulé vers le quartier avec une mission battant régulièrement dans ma poitrine. Arrivé à cette pièce, sécuriser ce que papy avait caché et m'assurer que le prochain chapitre n'appartenait pas aux personnes qui avaient écrit ce mot. Les routes étaient plus vides qu'elles n'auraient dû l'être un matin de Noël, comme si tout le monde avait décidé de rester à l'intérieur et de prétendre que le monde était doux. Lyon ne semblait pas douce. La neige était en tas sale le long des trottoirs. Le vent inquiétait les bords de tout. Mes pneus ont craqué sur le sel et le verglas alors que je tournais dans la rue de mes parents, et les maisons ressemblaient à des scènes d'histoires différentes.
Famille, derrière des fenêtres éclairées, mouvement dans les cuisines, fumée s'enroulant depuis les cheminées. Leur maison était toujours la même forme sombre qu'elle avait été la nuit précédente, sauf que maintenant, je savais ce que cette obscurité contenait. Je ne me suis pas précipité à la porte. Je me suis tenu sur le perron pendant un moment et les regardé comme on regarde un bâtiment avant de le fouiller. Pas parce que je m'attendais à un intrus, mais parce que je m'attendais à des preuves. Il y a une différence. L'un menace votre corps. L'autre menace votre capacité à prouver ce qui s'est passé. Quand j'ai déverrouillé la porte et suis entré, le froid m'a rencontré comme un mur. Pas aussi choquant qu'hier soir, mais constant, têtu, ancré. Mon souffle se voyait toujours. Ça seul me disait que le chauffage n'avait pas été instable. Il avait été éteint assez longtemps pour que la maison retienne le froid comme une rancœur. J'ai sorti mon téléphone avant de m'enfoncer plus loin et commencé à documenter de la façon dont j'avais été entraîné à documenter tout ce qui pourrait compter plus tard. J'ai pris un plan large depuis l'entrée, montrant le salon sombre, les rideaux tirés, les coins nus où un sapin de Noël aurait dû être. J'ai marché vers la cuisine et filmé mon propre souffle se formant en nuage devant moi. Un petit détail qui en disait plus que n'importe quel argument. Le mot était toujours sur le comptoir exactement où je l'avais laissé par accident et voulait maintenant laisser exprès. Je ne l'ai pas touché. J'ai pris des photos en gros plan, assez claires pour montrer l'écriture, assez claires pour montrer à quel point il avait été soigneusement placé. Puis je me suis tourné vers le thermostat. Hier soir, dans la panique et le bruit, je ne m'étais pas arrêté pour l'étudier. Maintenant je l'ai fait. L'écran n'était pas mort. L'unité n'était pas cassée. Il était réglé bas, absurdement bas pour un hiver lyonnais. J'ai pris une photo de l'écran, puis une autre, montrant les interrupteurs physiques, la position des contrôles. J'ai ouvert le petit panneau et vérifié tout ce qui suggérerait un dysfonctionnement. Rien. Ce n'était pas un système en panne. C'était un réglage choisi. Dans la chambre d'amis, la température a chuté à nouveau, comme si le froid y avait été concentré. Le lit était encore froissé, où papy avait été. Le drap fin était tordu, inutile. Pas de couverture supplémentaire pliée aux pieds, pas de radiateur d'appoint dans le coin, pas de tasse sur la table de nuit, pas de bouteille d'eau, pas de téléphone. J'ai filmé la table de nuit et la surface vide comme si je filmais un alibi. Rien de branché, pas de lampe, pas de coussin chauffant. Rien qui rendrait la pièce vivable si vous étiez vieux, faible et seul. Je me suis forcé à continuer de bouger. Sentiment plus tard, preuve maintenant. Dans la cuisine, j'ai ouvert le réfrigérateur. Il n'était pas vide, ce qui le rendait presque pire. Il était plein du genre de nourriture qui nécessitait de l'énergie que papy n'avait pas. Ingrédients crus, restent dans des contenants sans étiquette. Pas de repas prêt, pas de collation facile ou à hauteur des yeux. Rien qui disait que quelqu'un avait pensé même une seconde à ce qu'un homme de 80 ans pouvait gérer dans le noir engelant. J'ai photographié les étagères. La maison n'était pas configurée pour les soins. Elle était configurée pour des adultes qui pouvaient se débrouiller seuls. Papy ne le pouvait pas. C'était le but. Je suis sorti et ai traversé la rue. Monsieur Callahan, le voisin plus âgé, dégageait son allée avec des mouvements lents et têtus. Un témoin n'était pas du bruit. C'était un levier. « Bonjour » ai-je appelé. Monsieur Callahan s'est arrêté, s'est appuyé sur sa pelle, m'a regardé. Ses yeux ont effleuré mon uniforme, puis la maison sombre derrière moi. « Vous êtes le garçon renard ?»« Oui, monsieur, Matisse. » Il a hoché une fois. « Je viens d'arriver hier soir. J'ai trouvé mon grand-père en mauvais état. Il est à l'hôpital. » Sa bouche s'est durcie. J'avais peur de ça. « Pourquoi ?» J'ai entendu quelque chose il y a quelques nuits. Pas assez pour être sûr. Une toux. Comme quelqu'un qui lutte. Mais vos parents font toujours comme si tout allait bien. Vous les avez vus partir ? Oui, hier soir, avec des valises. Riant d'avoir enfin la paix. J'ai entendu votre père parler d'une croisière. Comme une blague. Ma mâchoire s'est serrée. Vous avez vu quelqu'un vérifier mon grand-père avant leur départ ? Il a secoué la tête. Je n'ai vu personne entrer dans cette chambre du fond. Je les ai vus charger le coffre et partir. La maison est devenue sombre tôt. Si quelqu'un des services de protection pose des questions, accepteriez-vous de dire ce que vous venez de me dire ? Il m'a regardé longtemps,
puis a hoché. Oui, je n'aime pas me mêler des affaires des gens, mais j'aime encore moins les vieux qui meurent de froid. De retour à l'intérieur, j'ai pris un dernier jeu de photos. Puis j'ai allumé le chauffage. Pas pour mes parents. Pour la simple raison que je refusais que cet endroit soit à nouveau utilisé comme une arme. Mon téléphone a vibré. Madame Tessier. Je suis à la maison, je documente. Le mot est toujours là. Le thermostat a été réglé bas manuellement. Pas de téléphone, pas d'eau, pas de couverture. J'ai des photos et vidéos. J'ai parlé à un voisin. Bien. Gardez tout organisé. Sécurisez les documents si vous les trouvez. Je me suis dirigé vers le bureau. Le bureau était exactement où ma mémoire le gardait. Niché dans le couloir comme un secret. L'air a changé quand je suis entré. Il sentait le papier, le vieux bois et le cirage citronné. Son fauteuil était près de la fenêtre, le coussin façonné par son corps. La bibliothèque croulait sous les livres de dévotion, albums photos et bibles, aux reliures fendues. Mon père n'y touchait jamais. Je suis allé directement à la Bible que ma grand-mère lisait chaque matin. Le cuir brun aux bords adoucis. Je l'ai ouverte où il y avait une pliure. À mi-chemin des psaumes, mes doigts ont attrapé une enveloppe. Simple, jaunie. Mon nom en cursive soignée. Mathis. Je l'ai ouverte. Le papier était plié net. Cher Mathis, si tu lis ceci, ça veut dire que quelque chose a mal tourné. Elle écrivait comme elle parlait. Douce, honnête. Elle disait qu'elle aimait son fils, ma mère. Mais elle s'inquiétait. Elle et papy avaient vu un notaire, maître Dubois. Il y avait des garde-fous pour les soins de papy, la maison, l'argent. Si quelque chose semblait faux, je devais l'appeler. Il connaissait leurs instructions. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent.